qui Oui, m'envoient monsieur. OK par discussion là. OK. Ceux qui sont là qui m'envoient OK. Alors là, on commence. On va maintenant, on a vu jusqu'à présent l'étude des réseaux linéaires en régime continu. Donc là, on va passer en régime sinusoïdal. Le régime sinusoïdal, c'est un cas particulier du régime variable dans le temps. C'est un cas simplifié du régime variable dans le temps. OK? Et pourquoi on est passé par le régime sinusoïdal? Parce que tout régime variable dans le temps se décompose en forme sinusoïdale, d'après la décomposition de la série de Fourier. OK? Donc là, en maths, normalement, vous aurez dû faire ça en maths. Donc là, pour introduire ce régime sinusoïdal, il est impératif de citer quel régime existant. Donc le régime quasi-stationnaire, le régime permanent, et là, on arrivera au régime sinusoïdal permanent. OK? Donc là, le régime quasi-stationnaire, les régimes quasi-stationnaires concernent les signaux lentement variables pour lesquels la période ou le temps de transition des francs d'onde, OK, est suffisamment grand devant le temps de propagation des signaux dans le circuit. C'est quoi les francs d'onde? Ben, vous avez une onde qui se propage. Les francs d'onde, c'est la surface d'onde. On peut l'appeler surface d'onde où les ondes ont parcouru la même, arrivent en même temps à partir de la source. Donc la surface, c'est une surface. Si on décompose la propagation des ondes, on décompose, on dit voilà, on prend une surface donnée, on arrive à avoir dans cette surface donnée le maximum des ondes, c'est un front d'onde, tous les ondes ont parcouru le même temps à partir de la source. OK? Et donc là, on dit voilà, le temps de transition de ces francs d'onde est suffisamment grand devant le temps de propagation des signaux dans le circuit. OK? Les micros, comme ça, j'ai pas de. Donc, OK. Donc, ces francs d'onde, normalement, se déplacent lentement par rapport à la propagation dans des signaux dans le circuit. OK? Donc, normalement, d'un autre côté, ça veut dire quoi? Ça veut dire on a un signal qui se propage et il se propage tellement vite que normalement on n'arrive pas à percevoir ce déplacement-là. Et c'est pour ça qu'on a dit quasi stationnaire. Donc on prend un exemple. Pour un câble coaxial de longueur 1 mètre, le temps de propagation. Alors imaginez que j'ai 150 micros allumés sur mon oreille. Il y a quelqu'un qui a oublié le micro qui est parti là. Donc pour un câble coaxial de longueur 1 mètre, le temps de propagation est de l'ordre de 5 nanosecondes. Donc le temps de propagation de quoi? C'est de quoi? Du signal. Et de 5 nanosecondes, ce qui correspond à une fréquence de 200 MHz. Alors là, pour voir ça, on peut aussi comparer la longueur d'onde du signal égale au rapport de sa vitesse de propagation sur sa fréquence. Vous avez ça? Donc lambda est égal à C sur F. Là, déjà, la fréquence et le temps, c'est F est égal à 1. La fréquence est égale à 1 sur la période. OK? Donc, vous avez la fréquence de propagation de l'onde. On a le temps. 5 nanosecondes pour une fréquence de 200 MHz. On peut aussi comparer la longueur d'onde de signal égale au rapport de sa vitesse de propagation sur sa fréquence. Aux dimensions du circuit, le circuit est en régime quasi stationnaire. Ces 6 dimensions sont petites devant la longueur d'onde. Donc là, on a quoi? On a lambda, et on a 5 nanosecondes. On a un câble coaxial de 1 mètre. On calcule la longueur d'onde. Et là, on dit le circuit est en régime quasi stationnaire si ces dimensions sont petites devant la longueur d'onde. Donc, il faut comparer ça, la longueur du câble par rapport à la longueur d'onde. OK? En connaissant déjà la fréquence. C, c'est quoi? C'est la célérité, c'est la vitesse de la lumière. OK? Donc, pour une fréquence de 10 à la puissance 9, là, il faut corriger 10 à la puissance 9 Hz. Ça veut dire 1 méga. Donc, 10 à la puissance 9, c'est combien?
Donc, 1 kg, c'est 10 3, 1 méga, 10 6, 1 giga, 10 à la puissance 9. Donc, pour 1 gigahertz, la longueur d'onde est de 0,3 mètres. C'est la vitesse de la lumière, on la connaît, ce qui est compatible à un circuit mesurant 3 cm. OK? Donc là, on a quoi? On a la longueur d'onde de 0,3 mètres et le circuit mesure 3 cm, alors qu'on n'a pas des circuits qui mesurent 3 cm. On a des circuits plus petits que 3 cm, parfois. OK? Donc là, qu'est-ce qu'on peut conclure? Donc, ici, c'est la longueur, ici, c'est la longueur d'onde. Là, c'est les dimensions du circuit, et ici, c'est la longueur d'onde. Donc, on s'est dit, voilà, quand est-ce qu'on est en régime permanent? Pardon, en régime quasi-stationnaire. C'est lorsque, quoi? Lorsque la transition, le temps de transition est suffisamment grand devant le temps de propagation des signaux. Là, on peut comparer le temps comme on peut comparer les dimensions. OK? Donc là, on est passé, on compare les dimensions plutôt. On dit, voilà, ici, on est en régime quasi-stationnaire. Pourquoi? Parce que on est dans des dimensions de 1 mètre, alors que la longueur d'onde, si on en prend la longueur d'onde, c'est quoi la longueur d'onde ici? Si vous faites pour 200 MHz, vous faites 5 nanosecondes. Qu'est-ce qu'on va faire pour calculer la longueur d'onde ici? 3 fois 10 à la puissance 8 sur 200 fois 10 à la puissance 6. Ça donne combien? La longueur d'onde est de combien? Donc 3 10 à la puissance 8 divisé par 200, 2 à la puissance 10 à la puissance 5, ça va faire 10 à la puissance 3 qui reste en 3 qui reste en haut, ok? Donc c'est la longueur d'onde est de 1000, presque 1000 mètres. Donc elle est énorme par rapport à la longueur du câble coaxial. Alors on peut dire qu'on est en quasi stationnaire. Pourquoi? Parce que le temps de propagation de signaux est supérieur au quoi? Au taux de transition des fentes d'onde. OK? Donc là, quand vous avez la longueur d'onde très supérieure aux dimensions, on dit qu'on est dans le régime quasi-stationnaire. Quand vous avez la longueur d'onde inférieure ou de même dimension que les mêmes dimensions que celle du circuit, on n'est pas dans le régime quasi-stationnaire. Donc il faut lire ça. Prenez l'exemple, essayez de comprendre c'est quoi un régime quasi-stationnaire. C'est pour ça qu'on a mis les exemples. OK? Il y a dans le TP, il y a dans le TP, on a ça. Dans le TP, on a dans le niveau d'oscillo, on a des fréquences de 200 MHz, des fréquences plus basses ou plus grandes. On différencie un peu le cas de tel régime et tel régime. OK? Donc là, on passe au régime permanent. On dit voilà, un circuit électrique linéaire a toujours un temps de réaction inertielle dont la durée peut dépendre de la rapidité de l'énergie contenue dans le signal d'attaque. Donc là, déjà, quand vous allumez la lumière, parfois il met du temps pour arriver, parfois il arrive. Parfois tu l'allumes instantanément, parfois ça met du temps pour arriver. Et donc là, il y a quoi? Il y a un temps de quoi? Un temps d'instauration pour établir le régime permanent. OK? Et donc là, ce temps de réaction, normalement, a une durée. Et cette durée-là, on peut l'appeler comme étant la constante de temps. Vous avez déjà vu ça au niveau des circuits RC. OK? Donc, dans la durée peut dépendre. Ici, il y a toujours temps de réaction. Dans la durée peut dépendre de la rapidité d'énergie contenue dans le signal d'attaque. Alors, pourquoi on parle d'énergie contenue du signal d'attaque? OK? Pourquoi on introduit l'énergie contenue dans le signal d'attaque? Donc, signal d'attaque, c'est quoi? C'est la source, normalement. OK? Donc, une source, est-ce que vous me suivez? Là, j'ai du mal à me mettre dans le bain, dans le cours. Pourquoi? Parce que je me parle tout seul. OK? Devant l'écran. Ça devient un peu... OK? Et là, il faut... S'il y a des questions, réagissez. Comme ça, on arrivera mutuellement à avancer. Sinon, ça va aller lentement.
Donc là, dans la durée peut dépendre de la rapidité et de l'énergie contenue dans le signal d'attaque. Donc déjà, quand on met rapidité, on a un temps. La durée peut dépendre de la rapidité et de l'énergie contenue dans le signal d'attaque. Attaque, c'est la source. Pourquoi? Parce que c'est la source qui nous envoie une puissance qui nous fournit une puissance. C'est ça l'excitation. Passé ce temps, le système retrouve l'équilibre, son équilibre, et sa réponse retrouve la caractéristique stable. C'est le régime permanent par opposition au régime transitoire. Il y a toujours un régime permanent, ok? Et il y a toujours un régime transitoire dans n'importe quel système. Ok? Donc, déjà, il faut souligner énergie et souligner rapidité. Okay. Donc là, le système que vous allez voir, c'est un système que vous connaissez tout le temps, que vous connaissez déjà, pardon, vous avez déjà vu, c'est le circuit RC. J'ai mis figure 1 et on fera appel toujours à cette figure 1. Vous avez un circuit à caractéristique de la source de tension. La source de tension, elle a quoi? À l'instant T0, elle envoie un signal E. Ok, ça, c'est le dipôle générateur. Il a cette caractéristique-là. Il envoie quoi? Il envoie quoi? Il envoie une puissance, une énergie au circuit RC. OK? Mais la rapidité, ça veut dire la rapidité de l'instauration de ce signal-là, elle dépend aussi de R et C. OK? Pourquoi? Parce que c'est le dipôle de charge. C'est le dipôle avec lequel on a chargé la source. OK? Donc, cette rapidité d'instauration dépend de ce circuit-là. OK? Et donc là, l'équation différentielle qui régit ce circuit, vous l'avez déjà vu aussi. OK? Donc, elle s'écrit quoi? Elle s'écrit de cette forme-là. Ça veut dire, on a fait que établir la loi des mailles. La tension de sortie plus la tension en bande de R est égale à la tension d'entrée. Vous avez là. Donc, la tension en borne de la résistance, c'est quoi? C'est R fois I. Et là, c'est US. Donc, I, c'est quoi? US, c'est quoi US? Donc, si on a ça comme ça, vous avez quoi? Vous avez une résistance, vous avez un kappa, et vous avez ici la tension US ici. On met US en minuscule. Pourquoi? Parce que c'est quoi? C'est une tension variable dans le temps. Et là, vous avez la résistance et vous avez le courant I, aussi en minuscule. Alors, la tension E ici, vous pouvez la mettre aussi en minuscule, là, tension d'entrée. Là, on l'a mis de cette forme-là, normalement. C'est U de E. Donc, U de E, c'est égal à quoi? C'est égal à U de S plus R I de T. Donc, si on veut écrire U de S en fonction de UE, ici, U de S est égal à quoi? C'est égal à 1 sur C. On peut dire l'intégrale de I dt. Oui ou non? Oui, monsieur. On peut aussi dire que I de T est égal à quoi? C fois la dérivée de US C par rapport au temps. D de US sur dt. Donc ça, c'est du déjà vu. Là, c'est un rappel aussi. Donc là, c'est quoi? C'est US plus R C de D de US sur dt. Alors, cette équation différentielle, on peut l'écrire en fonction de US, on peut l'écrire en fonction de I, et on peut l'écrire en fonction de quoi? ER. La charge. OK? Là, cette fonction-là, vous l'avez en plusieurs. Vous pouvez l'écrire en fonction du courant. Vous pouvez l'écrire en fonction de la charge. Pourquoi? Parce que le courant n'est autre que D de Q sur... La dérivée de la charge. Alors, vous l'implantez ici, quelque part, et vous aurez quoi? Vous aurez ici, c'est... OK?
Donc, cette équation différentielle de premier temps peut s'écrire pour avoir cette forme-là, comme elle peut avoir la forme si on met le courant comme variable, ou elle peut avoir la charge. OK? Vous avez saisi? Donc là, si on met ça comme ça, si vous voulez l'écrire en fonction de I, vous avez implanter ça là-dedans. OK? OK? Donc, si vous voulez la faire en fonction de Q, c'est un double intégral de quoi? De Q ici. OK? Et donc là, on s'est dit, voilà, si on a tout ça, pour faciliter la résolution de ces équations différentielles dans les trois formes, on va aller vers la notation complexe. Et vous allez voir pourquoi la notation complexe. Parce que la notation complexe, c'est facile d'intégrer et c'est facile de dériver. OK? Autant de fois qu'on veut. Dérivée primaire, seconde, 2, 3 ou adique, c'est facile à faire. Pourquoi? Parce que ça devient un jeu d'enfant. Pourquoi? Parce qu'on dérive l'exponentielle de j oméga t, c'est i oméga t exponentielle. On la dérive une deuxième fois, c'est oméga au carré en troisième fois. L'intégrale, c'est la même chose. Donc, la résolution de cette forme-là, ou une forme dépendante du courant, ou une forme dépendante de la charge, deviendra facile à faire. C'est pour ça, rien qu'en se basant de ce que vous avez vu auparavant, on peut dire, voilà, on est obligé de passer par une notation complexe pour pouvoir faciliter la résolution de n'importe quelle équation qu'on aura à rencontrer dans le futur. OK? Donc là, on revient dans le cours. On a quoi? Là, on a dit, voilà. Donc, c'est facile maintenant. Maintenant, on a quoi? Ici, c'est quoi ici? Ici, c'est le générateur. Maintenant, il faut voir la sortie, le dipôle de sortie. Ici, comment on va tracer sa caractéristique. Alors, il faut normalement le résoudre. C'est quoi US?